Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Eh oui, c'est l'hymne de la République populaire de Chine, alors que les 5 puissances nucléaires, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Chine, avait fait une déclaration commune lundi affirmant, entre autres, nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Pourtant, le lendemain, la Chine annonçait le renforcement tous azimuts de sa force de frappe nucléaire. On va donc parler de la Chine. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Nous sommes en compagnie de Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou et New Delhi, donc diplomate qui connaît parfaitement l'Asie. Son dernier livre, L'Inde contre vents et marées, publié chez Temporis. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. La Chine dispose de 350 têtes nucléaires aujourd'hui, mais pourrait, avec les nouveaux silos en construction, c'est ce que disent les experts, en avoir 1000 d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 8 ans. La Russie, alors je donne les chiffres, en a 6500, les USA 5500 et la France 290. Faut-il avoir peur de la Chine ou est-ce que c'est un rééquilibrage avec les deux autres superpuissances? Vous avez dit que le contexte de cette nouvelle, c'était la déclaration qui a été publiée lundi dernier par les 5 États qui sont possesseurs de l'arme nucléaire et que le TNP autorise à posséder l'arme nucléaire. Il se trouve que ces 5 pays sont également les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc c'est quand même très important cette déclaration de lundi. La Chine l'a signée et cette déclaration, elle dit nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. C'est la première fois que les 5 disent nous sommes contre la guerre nucléaire, par conséquent l'arme nucléaire ne peut servir qu'à la dissuasion. Alors en effet, le responsable chinois au ministère des Affaires étrangères a dit mais la Chine modernise naturellement son arme de dissuasion nucléaire, c'est bien normal, sinon elle serait obsolète, périmée, et par conséquent il n'y aurait plus de dissuasion, elle ne dissuaderait plus personne. Mais ce que le renseignement américain et le Pentagone ont indiqué, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de modernisation, il s'agit d'une augmentation considérable du stock, du volume de ces armes nucléaires, puisqu'elles seraient grosso modo multipliées par 3 d'ici la fin de la décennie. Alors effectivement, la Chine signe un texte des 5 qui dit que l'arme nucléaire ne sert qu'à la dissuasion, mais elle considère que pour exercer une dissuasion efficace, eh bien, elle doit augmenter considérablement son stock d'armes nucléaires. Vous avez dit tout à l'heure qu'en effet, ce stock est quand même petit par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie, puisque ces deux pays ont 90%, 90% de la totalité des armes nucléaires. Alors effectivement, la Chine veut émerger, alors que pendant ce temps-là, les États-Unis et la Russie essaient de négocier de nouveaux traités d'armes contrôle pour limiter leur stock d'armes nucléaires. Françoise Degois. Oui, monsieur l'ambassadeur. D'ailleurs, vous avez le titre à vie ambassadeur de France ou pas? Mais non, madame. C'est une fonction. Non, parce que certains ambassadeurs l'ont. Et puis, ça sera encore plus une fonction avec la réforme de l'ENA. Non, mais c'est magnifique d'avoir le titre à vie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Fonctionnaires fonctionnants. Non, vous l'avez pas. Donc, ok. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, je me permets quand même de vous le dire. La question qu'on peut se poser, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas spécialistes à la spécialité, mais dans le contexte général de la tension énorme entre les États-Unis et la Chine, c'est évidemment une nouvelle qui est assez inquiétante parce que il y a quand même aussi une volonté très forte dans une partie de l'administration américaine, finalement, pas de faire le coup de poing avec la Chine, mais en tout cas d'aller jusqu'au bout du possible du rapport de force. Claude Blanche-Maison. Alors je crois que le rapport de force aujourd'hui, il est surtout économique. Et je crois que les États-Unis veulent empêcher en effet la Chine d'émerger, notamment sur de nouvelles technologies. Ils veulent garder leur leadership dans tout ce qui est nouvelles technologies et innovation. Donc ça, c'est probablement le point le plus important. Le deuxième point, c'est qu'en effet, Xi Jinping ne fait pas mystère du fait que Taïwan a toujours été considéré comme étant une province chinoise, même si le régime y est démocratique, il est donc différent, un pays de système, mais évidemment, il n'a jamais fait mystère non plus du fait que Taïwan devrait rejoindre la Chine continentale au plus tard
en 2049, c'est-à-dire pour le 100e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois. Alors on a bien vu comment il s'y est pris à Hong Kong, c'est-à-dire qu'à Hong Kong, il n'a pas respecté les délais qui étaient indiqués dans le traité de restitution signé avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Il a raccourci les délais. Et dans le fond, il a intégré Hong Kong à la Chine populaire avant les délais fixés dans les traités. Qu'est-ce qui va se passer pour Taïwan? C'est un grand mystère. Est-ce que Taïwan vaut... Non, mais Claude Blanche-Vizon, en gros, la seule question, c'est est-ce que Taïwan vaut une guerre? Une question. C'est une vraie question qui se pose. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois n'accepteront jamais qu'un gouvernement taïwanais, démocratique ou pas, déclare une indépendance unilatérale. Jusqu'à présent, les gouvernements taïwanais successifs s'y s'en sont bien gardés. Mais s'il arrivait que le parti démocrate qui est actuellement au pouvoir à Taïwan, pour une raison ou pour une autre, déclarait une indépendance unilatérale, il est clair qu'il n'y aurait qu'une guerre. Il est clair que Pékin déclencherait une guerre contre cette sécession pour lui de Taïwan. Après, c'est l'enchaînement. Après, c'est l'enchaînement. Est-ce qu'on enchaîne? Est-ce qu'on soutient Taïwan? Qui soutient Taïwan? Est-ce que l'opinion... Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air comme ça très simple, mais c'est très tendu. En réalité. Philippe Bilger veut réagir aussi. Philippe Bilger. Monsieur l'ambassadeur, lors des dernières années, j'ai parfois lu des avis de sinologues réels ou prétendus qui, lorsqu'on évoquait des menaces de la Chine, disaient que c'était un pays, au fond, dans ses tréfonds, profondément pacifique. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, avec le dictateur chinois, dont j'ai du mal à prononcer le Jinping. nom, et ce qu'on vient d'évoquer sur le plan nucléaire, est-ce que ce pays a changé un petit peu de politique et de tréfonds dans ce domaine? Est-ce qu'il il a changé. Menaçant? Il a évidemment changé. La doctrine de Deng Xiaoping, qui est le père de la réforme économique, en réalité, c'était finalement, ne faisons pas de bruit, faisons notre réforme économique, progressons sur le plan économique et on verra après. Vous savez, c'est la fameuse expression, peu importe qu'un chat soit blanc ou gris, pourvu qu'il attrape les souris. C'était donc un pragmatique qui ne faisait jamais de déclaration de doctrine. Tout a changé avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'actuel patron de la Chine, depuis 2014. Il a pris un certain nombre d'initiatives. La première d'entre elles est d'ailleurs probablement la plus dangereuse, c'est les fameuses routes de la soie, c'est-à-dire qu'il propose à peu près tous les pays du monde qui sont candidats de leur construire des infrastructures, des routes, des chemins de fer, des ports, des aéroports, quitte d'ailleurs à ce que ces pays s'endettent, parce que ce n'est pas toujours cadeau, c'est généralement financé par des prêts chinois, et par conséquent, il tient ces pays ensuite solidement en laisse. Donc ça, c'est effectivement, depuis 2014, comme ça que fonctionne la Chine. Alors, est-ce que c'est agressif ou est-ce que c'est pacifique? Je pense que c'est entre les deux, mais c'est vrai que ce vaste programme d'infrastructures proposé par la Chine crée une nouvelle situation, à telle enseigne d'ailleurs que les Américains, les Japonais et l'Union européenne viennent de créer des programmes concurrents. Mais concurrents petits bras, parce que naturellement, la Chine fait cela depuis 2014 dans beaucoup de pays. Alors je pense que Xi Jinping continue sur cette voie, mais il est très clair qu'il a à l'esprit le fait que Hong Kong devait devenir un territoire de la République populaire de Chine dans le fond comme les autres, et il l'a fait. L'Occident a protesté, mais sans plus. Qu'est-ce qui se passera pour Taïwan? Ça sera différent, parce que Taïwan, c'est un sujet plus emblématique, plus gros. Mais vous savez, toutes les possibilités de tests et de disputes avec les Américains sont possibles. Il est possible qu'à un moment donné, Xi Jinping décide un boycott partiel de Taïwan. Alors un boycott, c'est une action, effectivement, qui n'est pas militaire, mais c'est quand même une action de guerre. Comment réagiront les Américains? Eh bien, probablement qu'à ce moment-là, ils assureront la liberté de circulation dans le détroit de Taïwan. Encore une fois, toutes les gradations d'action sont possibles, mais l'objectif est clair. La Chine veut qu'en 2049, Taïwan soit un territoire chinois, point.
Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou et New Delhi, donc diplomate qui connaît, donc vous avez constaté, l'Asie. Son dernier livre, L'Inde contre vents et marées, un livre passionnant sur l'Inde. Vous en aviez écrit un sur Poutine également auparavant, que vous aviez été ambassadeur à Moscou. C'est publié chez Temporis. De suite, notre grand débat. Macron emmerde les non-vaccinés. Est-ce suicidaire politiquement? Vous êtes 86,6% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix.